Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur notre page Facebook Droit et Liberté DL dans le cadre du JT de 13 heures tous les jours, du lundi au vendredi. Et donc nous allons donner la parole à Brigitte qui va commencer l'actualité dans le cadre de ce JT de ce lundi 7 mars 2022. Merci. Voilà, bonjour à tous. Tous les chefs des différents gouvernements du pays étaient déjà d'accord pour un passage rapide au code jaune du baromètre Corona. Donc ce qui est le cas aujourd'hui avec la levée de quasiment toutes les restrictions sanitaires. Alors fin du masque sauf dans les transports en commun, les hôpitaux, les centres de soins. Donc là il reste obligatoire. Il n'y a plus aucune restriction quant aux boîtes de nuit, cinéma, théâtre, avec toutefois maintien des capteurs de CO2 dans les cafés, restaurants et les salles culturelles. Alors il n'y a plus de Covid Safe Ticket pour voyager à l'étranger et la fin de la situation d'urgence épidémique et de la phase fédérale du plan d'urgence nationale. Alors à partir du 11 mars, remplir le PLF, donc le formulaire de localisation du passager, ne sera plus obligatoire pour les voyageurs en provenance d'un pays européen. Alors il sera uniquement obligatoire pour les personnes se rendant en Belgique en provenance d'un pays tiers qui ne figure pas sur la liste blanche de l'Union européenne. Donc c'est notamment le cas pour le Japon, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni. Effectivement, pour rajouter simplement, donc cette décision politique a été une décision prise déjà depuis un certain temps. Il faut savoir que différents pays s'étaient déjà rétractés par rapport aux restrictions des droits et libertés dans plusieurs pays comme l'Espagne et bien d'autres pays encore. Et donc finalement, la Belgique, les partis politiques traditionnels belges n'avaient pas d'autre choix que de mettre fin à l'application du Covid Safety Ticket. Et ça a d'ailleurs été annoncé il y a déjà quelques semaines. Et donc, la prise effective de cette décision a lieu effectivement le 7, c'est ça, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà. Alors, deuxième actualité, c'est concernant la prise de position de Theo Franken par rapport au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Theo Franken dit ceci. Si la Russie a aussi l'idée d'attaquer un pays de l'OTAN, ce sera une vraie déclaration de guerre et ça va être la guerre. Donc je pense qu'en réalité, Theo Franken visiblement ne connaît pas l'histoire des conflits armés entre la Russie et l'Ukraine. Ces conflits existent déjà depuis bien longtemps, depuis au moins 2014. Et visiblement, il ne connaît rien de cette situation-là. Je pense qu'il s'agit d'une prise de position de manipulation par le biais des médias vis-à-vis des citoyens belges, plutôt qu'une réalité objective par rapport à ce qui se passe réellement, disons, dans le cadre de ce conflit armé. Alors, ce qui est aussi important et inquiétant, c'est notamment la déclaration du président du syndicat militaire SLFP, donc c'est M. Dimitri Modart, qui clairement indique que non seulement des militaires belges en nombre de 300 se sont rendus en Roumanie, donc justement dans le cadre de ce conflit armé, mais il précise effectivement que le budget militaire en Belgique effectivement est un budget qui est fortement limité. Il faut savoir que le CGPM, donc c'est-à-dire un autre syndicat militaire, a clairement indiqué qu'il y avait un manque d'équipement fourni à nos soldats pour cette mission dans le cadre du conflit armé Russie-Ukraine. On a fait des promesses de fournir des carabines et des lance-roquettes à l'armée ukrainienne, mais c'est clair que nous avons besoin de plus pour nos troupes en Roumanie en tant que telles. Il indique par ailleurs, je cite, « L'armée belge n'est pas assez performante, les soldats font tout ce qu'ils peuvent, mais à un moment donné, on touche le bout. On doit investir et chercher des armes et des munitions pour nos soldats aussi. » Donc en substance, finalement, par cette déclaration, effectivement, il est clair que les soldats qui sont envoyés effectivement dans le cadre de ce conflit sont peu équipés et donc vont au casse-pipe, comme on dit. Et c'est regrettable que
le ministre de la Défense n'ait pas pris des dispositions d'armement supplémentaires avant d'envoyer nos soldats belges, disons, à l'étranger. Et puis par ailleurs, comme le souligne M. Dimitri Modar, et ça c'est une question effectivement très pertinente, il dit ceci par rapport aux sous-effectifs en termes d'armement, il explicite, je cite, « Il faut partir du niveau d'ambition. Que veut-on faire avec notre défense au niveau national et au niveau dual avec l'aide à la nation ? Avant de décider des investissements, l'armée doit spécifier ses missions. » Effectivement, c'est sous-entendu. Donc, les investissements qui ont été faits pour notre armée belge, est-ce qu'elle est suffisante pour pouvoir ensuite la déployer dans d'autres situations, dont notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine? Bien évidemment que non, c'est un sous-entendu. Et je pense sincèrement que c'est vraiment irresponsable politiquement de prendre des décisions politiques, notamment par rapport à l'étranger, notamment par rapport à ce conflit, et envoyer au casse-pipe des militaires belges, alors que vraiment il y a un sous-effectif au niveau de l'armement par rapport à notre armée belge. Voilà. Alors, concernant donc cette opération militaire russe en Ukraine, eh bien, l'Ukraine et les Occidentaux donc, ont accusé la Russie d'attaquer donc, le site nucléaire ukrainien de Zaporojie, donc au sud de l'Ukraine, déclarant ainsi donc, que c'est un crime de guerre donc d'attaquer une centrale nucléaire, donc un tel crime donc interdit, comme nous le savons tous, donc par la Convention de Genève. Or, l'ambassadeur russe a répliqué donc vendredi au Conseil sécurité donc des Nations Unies que la Russie n'a pas attaqué le site nucléaire ukrainien de Zaporojie, donc site où se trouve la plus grande centrale nucléaire d'Europe, et qu'il n'y a pas d'intention russe d'attaquer les centrales nucléaires. Alors le professeur à l'Université libre de Bruxelles, donc Madame Anne Morelli, spécialiste de la critique historique appliquée aux médias modernes, avec entre autres un de ses ouvrages de référence, donc les principes élémentaires de propagande de guerre, explique très bien qu'un principe de base dans une situation de forte propagande de guerre est la diabolisation de l'ennemi, donc de l'adversaire, dans le sens où l'ennemi est sans cesse décrédibilisé, et donc cela ne permet pas de comprendre le conflit. Alors quand on regarde un peu en Occident, eh bien l'image véhiculée donc de Vladimir Poutine est une image diabolique. Il représente le mal, celui-ci incarnant à lui seul la menace russe. Et donc en conclusion, comme le souligne le professeur Anne Morelli, eh bien le manichéisme omniprésent empêche toute nuance, comme la nécessité de prendre parti pour un camp ou l'autre. Et donc, il n'y a pas de place pour des avis divergents concernant ce conflit Ukraine-Russie. Alors, Mme Anne Morelli indique que, je cite, « Lors de toute guerre, celui qui se veut prudent écoute les arguments des deux camps en présence avant de se forger un point de vue ou mettre en doute l'information officielle, eh bien celui-ci, donc celui qui se veut prudent, est immédiatement considéré comme complice de l'ennemi. » Alors, par ailleurs, il faut savoir que les géants mondiaux des cartes bancaires Visa et Mastercard ont annoncé ce samedi suspendre les opérations en Russie. Il faut savoir que certaines banques veulent se tourner dès lors vers le réseau chinois UnionPay, en fait, pour justement faire face à cette suspension. Donc, autrement dit, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, donc pour que les Russes puissent disposer effectivement des cartes de paiement, il faut savoir que les Russes qui ont ouvert des cartes de paiement donc à l'étranger, ces cartes vont être suspendues, et il faut savoir par ailleurs que les Russes sur leur territoire ne pourront plus utiliser effectivement ce service Visa et Mastercard non plus, et ce suite aux décisions politiques prises à l'échelle mondiale, notamment dans le cadre de ce conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Donc il s'agit pour la Russie maintenant de se tourner vers ce réseau chinois UnionPay justement pour pallier à ce problème. Alors, par ailleurs aussi, concernant toujours la guerre en Ukraine, il faut savoir que la Banque centrale russe invite à la discrétion vis-à-vis des banques russes
concernant la publication de leur bilan suite aux sanctions qui ont été prises par les hommes politiques européens et au niveau mondial. Le but étant bien évidemment de ne pas montrer à l'étranger donc effectivement l'impact des décisions européennes sur l'économie russe, ça c'est une première chose, et pour éviter effectivement donc une chute donc des actions boursières par rapport à l'économie, disons, russe en tant que telle. Alors, autre information aussi, c'est la prise de position de la Russie, notamment par rapport aux informations qui sont diffusées par les médias mainstream étrangers. Il faut savoir que, comme vous le savez, suite au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, il faut savoir qu'il y a énormément de journalistes européens se rendent sur place en Ukraine et le problème également en Russie. Et le problème, c'est qu'il y a une désinformation de ces journalistes qui se rendent en Ukraine et qui se rendent en Russie, justement, pour manipuler, visiblement, pour manipuler l'opinion publique en Europe en tant que telle. Et donc, il faut savoir très clairement que la Russie a mis en place donc une nouvelle loi qui met certes à mal, et ça c'est la présentation, le langage des journalistes européens, il dit que la Russie a mis en place une nouvelle loi qui met à mal la liberté d'information et d'expression. Le problème, c'est que les Russes se rendent compte que les journalistes présentent les choses d'une certaine manière, montrant la Russie comme étant finalement le vilain canard et le montrant comme étant un dictateur face à la situation du conflit en tant que tel, alors qu'en réalité, et comme l'a bien souligné Brigitte aussi, c'est une manipulation de la part des médias de présenter la Russie comme étant le vilain canard. Et quand vous regardez réellement ce qui s'est passé dans l'histoire par rapport à ces conflits, on se rend compte en réalité que c'est l'OTAN qui veut étendre encore et davantage son armée américaine par la coupole de l'OTAN, justement pour asseoir son pouvoir dans le monde entier, et la Russie n'est pas prête à accepter ce genre de choses, tout simplement. Eh bien oui, Paolo, comme tu l'as si bien dit, donc les tensions entre l'Ukraine et le pouvoir russe donc, ne datent pas d'hier. Il faut revenir à la fin de la guerre froide donc, pour comprendre la situation actuelle entre les deux pays, et ainsi que la promesse faite à Gorbatchev par les États-Unis et l'Allemagne d'un non-élargissement de l'OTAN vers les frontières de la Russie, et donc qu'elle n'acceptera pas de nouveaux membres. Or, l'OTAN a entrepris depuis 5 vagues d'expansion vers l'Est. Alors la première vague en 1999, donc la République tchèque, la Pologne et la Hongrie donc, ont adhéré à l'OTAN. En 2004, vous avez la Bulgarie, l'Estonie, la Lituanie, Lettonie, la Roumanie et la Slovaquie, donc qui ont adhéré à l'OTAN. En 2009, vous avez l'Albanie et la Croatie. En 2017, le Monténégro et en 2020, la Macédoine du Nord. Donc on constate en fait un élargissement considérable de l'OTAN vers l'Est avec un déploiement des forces armées, des membres de l'Alliance dans ces territoires, donc créant ainsi une infrastructure militaire permanente. Alors comme dit le professeur Anne Morelli, il faut voir qui encercle qui. Ce sont les troupes de l'OTAN qui encerclent la Russie. D'ailleurs, quand on regarde un peu les frontières de l'OTAN en 1990 et en 2022, eh bien en 1990, les États membres de l'OTAN étaient au nombre de 16 et en 2022, les États membres de l'OTAN sont au nombre de 30. On peut dire que les États membres au sein de l'OTAN ont quasiment doublé. Il y a eu donc un élargissement considérable de l'OTAN vers l'Est. Alors les États-Unis espèrent faire la guerre contre la Russie par les pays européens. Donc en gros, Biden essaiera donc de faire la guerre par les autres. D'ailleurs, les Ukrainiens ont déjà reçu énormément de matériel militaire à cet effet. Alors depuis quelques années, les Américains et les Britanniques ont construit des bases militaires et navales sur la mer d'Azov et des laboratoires biologiques militaires ont été créés par l'intermédiaire du Pentagone afin de poursuivre les expériences sur les bactéries. Alors par ailleurs aussi, on nous fait l'annonce que la reine d'Angleterre quitte définitivement Buckingham Palace. Alors effectivement, la reine d'Angleterre, Elisabeth II,
a officiellement quitté le palais de Buckingham dans le centre de Londres. Elle résidera dorénavant et en permanence au château de Windsor, à environ 20 km à l'ouest de la capitale. Alors, on nous explique, et ce sont les médias mainstream qui nous expliquent que, âgée de 95 ans, la reine ne s'est plus rendue à Buckingham depuis près de 2 ans, c'est-à-dire depuis la crise Covid. Nous pensons en réalité que ces décisions, effectivement, de quitter définitivement le Buckingham Palace est liée effectivement au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, tout simplement parce que Buckingham Palace se trouve effectivement dans la ville de Londres, et comme l'Angleterre a pris, en tout cas les Britanniques ont pris une position claire par rapport à ce conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, effectivement, l'Angleterre est une cible de mire par rapport à ce conflit, et donc il faut protéger la couronne de la reine en tant que telle. Et donc je pense sincèrement que ça présage effectivement le risque, je dis bien un risque, qu'un conflit éclate, parce que les sanctions européennes prises par rapport à la Russie et compte tenu effectivement de l'escalade des sanctions européennes vis-à-vis de la Russie, montre très clairement que le conflit armé peut s'étendre au-delà de l'Ukraine, et ça, tout simplement, probablement, lié à des provocations. Parce que il faut être clair, les sanctions financières, elles ont été décidées par l'Europe de manière unilatérale. Est-ce qu'elles peuvent réagir de cette manière-là? Est-ce qu'on peut mettre à mal l'économie et les échanges au niveau économique entre entreprises par une décision européenne? Ça, visiblement, au niveau du droit des contrats sous l'angle international, ça me semble très difficile, d'autant plus que les entreprises ont subi, bien évidemment, des conséquences financières énormes par rapport aux prises de position de l'Europe. Et donc, je tiens à indiquer à toutes les entreprises européennes qui ont subi effectivement un préjudice direct ou indirect lié, bien évidemment, aux sanctions que l'Europe a prises à l'égard de la Russie, eh ben, il serait en droit, directement ou indirectement, de saisir les tribunaux pour faire état, effectivement, du préjudice résultant de ces décisions politiques en tant que telles, pour autant qu'ils puissent prouver, effectivement, le lien causal entre les décisions de l'Europe face à ce conflit et l'impact que ça a pu avoir, bien évidemment, dans leurs activités économiques. Alors, autre sujet d'actualité, c'est la position des Verts d'écolos, qui sont beaux. Moi, je trouve que le vert des écologistes, je trouve que ça met toute sa valeur donc, dans les décisions qu'ils prennent depuis déjà un certain temps. En réalité, effectivement, vous savez que la question de la sortie du nucléaire fait jour, effectivement, depuis ces derniers jours, lié à ce conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez que, effectivement, nous avons encore 2 réacteurs qui sont actifs, et la question qui se pose est de savoir est-ce qu'on doit définitivement mettre un trait d'union par rapport donc à la fin du nucléaire pour 2025, ou faut-il effectivement laisser encore ces 2 derniers réacteurs nucléaires fonctionner bien au-delà de 2025. Alors il faut savoir que le gouvernement doit prendre une position donc le 18 mars prochain, donc à cet égard. Et alors, les écologistes donc, a clairement indiqué qu'ils peuvent revoir effectivement la sortie du nucléaire, pour autant qu'elle repose sur 3 piliers. Et alors, écoutez bien les piliers, parce que ça fait quand même bondir, parce que nous allons le payer très cher, les décisions prises par les Verts, hein, qui sont vraiment verts et qui vont nous faire couler du sang, bien évidemment, par rapport à cela. Alors, les 3 piliers en tant que tels des écologistes, c'est de dire, voilà, nous sommes d'accord de reconsidérer la sortie du nucléaire, pour autant que, 1, il y ait une nouvelle série de mesures destinées à faire baisser la facture d'électricité, donc en tant que tel, ça, c'est une bonne chose. Une accélération de la transition énergétique. Donc, il faudra investir
encore et davantage pour la transition énergétique. On ne sait pas qu'est-ce que ça va coûter, mais il faut investir dans la transition énergétique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport à notre facture d'électricité? Et la troisième chose, la fixation d'un calendrier final de la sortie du nucléaire. Alors, la transition énergétique, c'est quoi? C'est tout simplement d'investir dans les éoliennes, d'investir dans une série de structures énergétiques de transition. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est bien évidemment la gestion de cette énergie. Parce que nos habitudes de consommation d'énergie ne vont pas changer. On consomme tous après le travail, on consomme tous avant de sortir de chez soi à la maison. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie, et ça on ne nous le dit pas, les écologistes, les partis politiques écolos ne nous indiquent pas cela. Mais le problème c'est que nos habitudes ne pourront pas changer. Ne pourront pas changer. Et donc ça veut dire que les personnes qui consomment l'énergie de transition énergétique au même moment vont payer plus cher que ceux qui peuvent effectivement changer ses habitudes. Et donc, bien évidemment, ça va coûter très cher grâce aux écologistes ouverts, au beau vert qui va nous faire saigner fortement, nous faire des trous, effectivement, dans nos petites poches en tant que telles. Alors, je terminerai donc en disant ceci par rapport notamment aux pensions alimentaires. Il faut savoir que la Ligue des familles désire mettre en place ce qu'on appelle le fonds universel et automatique de versement. Il faut savoir que qui se séparent donc en tant que tels peuvent réclamer effectivement une pension alimentaire à l'égard du parent qui est le moins fortuné. Il faut savoir que les décisions judiciaires qui sont prises peuvent faire l'objet d'une exécution par le CECAL, qui est un organisme de récupération des créances de pension alimentaire. Le problème, et vous voyez où je veux en venir, le problème c'est que cette crise sanitaire va mettre à mal, fortement à mal, le créancier alimentaire de devoir payer les créances alimentaires. Pourquoi? Parce qu'il y aura une crise profonde. Et donc les politiciens sentent venir le courant, sentent venir le fait que ceux qui doivent payer une pension alimentaire ne seront plus la payer à cause de cette crise. Et donc les politiciens nous cachent cet état de fait et nous la présentent d'une autre manière, comme un beau packaging, comme d'habitude, parce que on nous indique ceci, que depuis 2012, la Ligue des familles plaide en faveur de la création d'un fonds universel de créances alimentaires pour les familles séparées depuis 2012. Et maintenant, on ressort ça donc de la cave, comme on dit, pour faire en sorte à faire payer à tous les citoyens belges devront payer pour financer ce fonds universel de créances alimentaires. Pourquoi? En réalité, parce que ceux qui doivent payer une pension alimentaire en vertu du jugement, ne seront plus la payer à cause de cette crise. Et ça, on ne nous le dit pas, à cause des politiciens belges, par les prises de position politiques belges par rapport à ce conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Et qui devra payer ce fonds? C'est tous les citoyens belges, grâce aux chers politiciens belges. Voilà, vous voyez comme quoi ils sont beaux les politiciens belges. Je trouve qu'ils ne consultent pas les citoyens face à cette crise et nous allons le payer très cher grâce à ces décisions politiques, encore une fois foireuses en tant que telles. Voilà. Alors, pour conclure, Paolo, sur le conflit donc Ukraine-Russie, eh bien, il faut trouver donc une issue à ce conflit, car la situation est très inquiétante, étant donné que ce conflit a des conséquences économiques en Europe, donc de par l'inflation, donc une augmentation des prix, que ce soit au niveau du gaz, électricité, carburant, voire même alimentaire, avec des possibilités donc de pénurie alimentaire. Et comme le souligne d'ailleurs l'économiste Bruno Coleman, eh bien, cette inflation va perdurer sur plusieurs années, voire même sur une période de 10 ans. Alors une autre conséquence de ce conflit,
eh bien, c'est qu'en cas de guerre, eh bien, ce sont les populations civiles, dont l'Europe, donc qui paieront le plus lourd tribut, et ce sont les marchands d'armes, comme entre autres les États-Unis, qui en récolteront les plus grands profits. Alors, une autre conséquence également, eh bien, c'est que ce conflit Ukraine-Russie aura donc un impact sur la stabilité économique et politique au niveau de l'Europe à moyen et long terme. Alors, c'est la raison pour laquelle, effectivement, pour embrayer, pour terminer, c'est que le conseil que je peux donner à toutes celles et ceux qui nous regardent actuellement, c'est que de toute façon, le cours de l'euro chute. Hein. Quand vous regardez les actions au niveau boursier, la valeur de l'euro chute considérablement. Et donc, ça signifie concrètement, c'est que toutes celles et ceux qui ont des épargnes dans les banques en Europe, vont voir la valeur de l'euro diminuer fortement. Vous n'allez rien pouvoir faire par rapport à ça. Et comme cette crise va durer malheureusement plusieurs années, avec des conséquences drastiques au niveau économique, la seule chose que je puis vous conseiller, c'est d'investir en or. Parce que l'or est une valeur sûre. Et il faut savoir que le cours de l'or a fortement augmenté parce que, bien évidemment, c'est un indicateur de stabilité au niveau des investissements, surtout dans le cadre de cette crise. Donc, si je peux vous donner un conseil, en tout cas, c'est d'investir en or, pas acheter de l'or auprès d'une banque, parce que la banque va se sucrer sur vous, c'est de s'adresser effectivement à des sociétés spécialisées donc dans le cadre de l'achat-vente d'or et vous permettre ainsi d'assurer effectivement un investissement sûr par rapport à la situation économique actuelle. Voilà, eh bien, écoutez, merci à vous toutes et tous d'avoir pu assister au JT de 13h et merci à Brigitte encore une fois, hein, donc en tant que telle. Au revoir. Voilà, au revoir.